après une CPGE-MPSI, Vincent intègre en 2018 l'école normale supérieure en tant que fonctionnaire stagiaire. En 2021, il obtient l'agrégation externe de physique-chimie avant de poursuivre en M2 Water, Air, Energy Pollution, sciences atmosphériques et météorologiques à l'Institut Polytechnique. Enfin, aujourd'hui, il est doctorant au laboratoire de météorologie dynamique de cette même école, où il effectue sa thèse sur la modélisation de la dissipation des ondes atmosphériques dans la stratosphère équatoriale. Il étudie notamment les modèles simplifiés et regarde l'impact que cela peut avoir pour les gros modèles de type GIEC. Mais sa carrière, c'est aussi un engagement en politique auprès du parti Equinox. Equinox, qui ne se revendique ni de droite ni de gauche et souhaite faire fi de ses clivages traditionnels, cherche à promouvoir entre autres une justice environnementale. Une de ses mesures phares, c'est l'instauration du compte carbone, qui permettrait d'allier à la fois justice sociale et justice environnementale. C'est ce sujet encore très méconnu que Vincent Brémaud a décidé de nous présenter aujourd'hui. Puis nous procéderons après cette présentation à un moment d'échange finalement sur ce sujet. Et donc je vous laisse la parole. Merci pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus ce soir. Donc, je vais vous présenter la mesure sur le compte carbone, qui est une mesure qui a été défendue par Equinox lors de son programme pour les élections européennes. Et je vais vous présenter rapidement comment on a construit notre programme, et ça va être un peu la façon dont je vais dérouler la présentation. On a une première partie, c'est les constats. Donc en fait, on va s'appuyer sur des faits scientifiques, sur des études, sur des sondages, des choses comme ça, des éléments objectifs. Ça va nous permettre d'établir une carte des lieux de la situation. Ensuite, on va avoir des aspirations qui vont correspondre à un idéal de société vers lequel on souhaite aller. Donc ça va être des choses qui vont être plutôt politiques. On va pouvoir avoir des débats politiques et tous les partis n'auront pas les mêmes aspirations. Et enfin, on a les propositions, dont le compte carbone fait partie, qui permettent de relier en quelque sorte les constats aux aspirations. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des comptes carbone. Donc c'est un outil qui va nous permettre de réduire notre impact sur le climat. Donc je vais faire des brefs rappels que je pense que la plupart vous connaissez déjà. Donc aujourd'hui, on vit un réchauffement climatique. Donc ici, c'est la même température depuis le milieu du 19e siècle. Et on voit une augmentation régulière des températures à partir de la fin du 20e siècle, jusqu'à atteindre aujourd'hui 1,2 degrés Celsius environ. Et le rapport du GIEC, avec le rapport du GIEC, on apprend que cette augmentation de température est très fortement reliée à nos émissions de gaz à effet de serre, et en particulier les émissions de CO2, avec une relation qui est quasi linéaire. Donc ici, c'est un schéma du rapport du GIEC avec les différents scénarios de différents forçages relatifs ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que simplement, pour limiter l'augmentation de température, il va falloir qu'on limite nos émissions de CO2. Donc c'est les émissions de CO2 cumulées ici. Donc simplement, on a un budget carbone, et il va falloir le maîtriser. Et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle beaucoup de neutralité carbone à l'horizon 2050 et qu'on parle de réduire jusqu'à atteindre une neutralité pour pouvoir justement limiter ce réchauffement climatique. Et la question c'est comment on s'y prend. Alors il y a eu des actions qui ont été menées notamment au niveau international avec l'accord de Paris en 2015 qui a mené à un accord entre les différents partis ou entre les différents pays, les différentes parties prenantes de l'accord. Où les différents pays se sont engagés à limiter le réchauffement climatique entre 1,5 degré et au pire à 2 degrés Celsius par rapport à l'ère industrielle. Et donc ça a mené à ces différents scénarios des trajectoires d'émissions. Donc on passe d'aujourd'hui à environ 60 milliards de tonnes de CO2 équivalent par année à une réduction drastique à plus que quelques dizaines de milliards de tonnes en 2050. Donc ici, c'est les différents scénarios, les différentes politiques qui ont été menées, et à l'heure actuelle, les engagements pris par les différents pays ne suivent pas du tout les trajectoires qu'il faudrait respecter, entre autres parce que l'accord est non contraignant entre les différents pays, donc ce qui fait qu'on ne respecte pas cette trajectoire. En France, l'accord de Paris a donné lieu à des objectifs nationaux, avec la stratégie nationale bas carbone. Donc ici, ça représente les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français. On part en 2015 d'environ 450 millions de tonnes de CO2 équivalent. Et donc les objectifs, c'était à l'époque en 2017, étaient de réduire d'environ 10 millions de tonnes par an et de réduire ensuite jusqu'à 2050 pour atteindre la neutralité carbone avec des émissions qui seraient compensées par les absorptions liées au puits de gaz à effet de serre. Donc ça c'est la stratégie qui a été présentée
et qui doit être suivi par le gouvernement. Et si on regarde les résultats, donc ici c'est toujours pareil, hein, c'est les émissions de gaz à effet de serre avec l'objectif qui est en pointillé et la trajectoire suivie qui est en noir. Donc si on regarde la trajectoire suivie, c'est plutôt correct. On voit que les émissions effectivement de gaz à effet de serre diminuent, avec notamment un fort effet dû au Covid en 2020. Mais la question en fait qui se pose, c'est en fait ces émissions qui sont territorialisées. On va le voir juste après. Donc les émissions qu'on vient de voir juste avant, ça correspond à ce chiffre-là, 445 millions de tonnes de CO2 équivalent. Ça correspond à la production intérieure associée aux exportations. Ça correspond surtout aux émissions directes des ménages. Et enfin, à l'émission de la production intérieure. Et donc tout ça, ça correspond à l'inventaire national. Et le problème, c'est que ça ne prend pas en compte l'ensemble des émissions qui sont dues aux activités des Français de manière générale. Et entre autres, la différence vient entre ces deux blocs, entre ici et ici. On préfère en fait parler en empreinte carbone qui prend en compte toutes les émissions dues aux importations et qui en fait enlève également les émissions dues à nos exportations. Et ce chiffre-là, quand on le regarde, on est plutôt autour de 633 millions de tonnes de CO2 équivalent, soit autour de 10 tonnes par habitant. Et on va voir par la suite, ce chiffre-là, lui, diminue beaucoup moins vite. Et le problème, il se situe à ce niveau-là. Donc pour revenir sur l'empreinte carbone, il y a une question qui se pose, c'est comment on attribue ces émissions. Notamment, par exemple, si je prends un exemple, l'exemple de Total Energy, est-ce qu'il faut attribuer les émissions de Total à Patrick Pouyanné et ses actionnaires ou aux consommateurs? Et donc nous, on fait le choix, et c'est le choix qui est le plus sans doute raisonnable, d'attribuer les émissions des activités de Total, entre autres donc la vente directe de combustibles fossiles, aux particuliers qui les utilisent. Et donc Total, vous entendez parfois que les 50 plus grandes entreprises françaises ou dans le monde sont responsables de 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Nous, on considère plutôt que c'est les consommateurs qui achètent ces produits-là qui vont être responsables de ces émissions, puisqu'en fait, sans les achats correspondants, il n'y aurait pas eu d'émissions. Et donc, l'approche d'empreinte carbone est portée sur le consommateur. On reporte l'ensemble des émissions des entreprises sur les consommateurs. Et donc si on regarde un peu dans le détail ce que ça donne, en France en 2021, donc ici c'est un graphique de Carbone 4, on a principalement 4 postes de dépenses, et 5. On a la plus grosse partie c'est le transport, avec la voiture individuelle et l'avion. Une partie nourriture avec une grande partie pour la viande, notamment la viande rouge. Le logement avec le chauffage et la construction. La partie achat du quotidien, maison, loisirs, etc. Et enfin une partie dépenses publiques. Et l'ensemble de ces 5 postes correspond à environ 10 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an, ce qui correspond au chiffre que je vous montrais précédemment. Et si on regarde l'évolution de cette empreinte carbone, ici on a une comparaison donc, de l'inventaire carbone, donc la partie qui décroît, et l'empreinte. Et en fait on voit que l'empreinte, elle, est plutôt stable et l'inventaire diminue. Et donc nous en fait, c'est-à-dire que si on délocalise nos émissions, c'est pas mieux, en fait c'est même pire, entre guillemets. Il faudrait mieux produire sur notre territoire et profiter du fait par exemple qu'on a une électricité bas carbone, plutôt que chercher à réduire cet inventaire. Il faudrait mieux réduire l'empreinte carbone directement. La raison pour laquelle c'est pas l'empreinte carbone qui est mise dans les différents accords, etc., c'est qu'en France, on a la chance d'avoir les données, d'avoir beaucoup de données et de pouvoir faire des calculs d'empreinte carbone. C'est loin d'être le cas partout ailleurs, et c'est beaucoup plus simple en fait de calculer les inventaires. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est ça qui apparaît dans les différents accords. Si on regarde dans le détail, l'empreinte carbone ne se répartit pas de manière uniforme en fonction des ménages. On peut répartir par décile de revenus et on peut regarder l'évolution des émissions. Donc si on s'intéresse juste à la somme totale des émissions, on voit que le premier décile, donc ici c'est par ménage, donc les volumes sont un peu plus importants. Le premier décile est à environ 15 tonnes de CO2 équivalent par an et le dernier décile est autour de 40 tonnes. Donc on a quasiment un facteur 3 entre le premier décile et le dernier décile. Ce
qui signifie concrètement que les personnes les plus riches émettent en moyenne plus que les personnes les plus pauvres. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette augmentation est essentiellement due à une augmentation des émissions indirectes. Donc, les émissions directes, ça va être les émissions liées à la voiture, au chauffage. Et les émissions des APU, ça c'est les services publics. Émissions grises, c'est des émissions des entreprises qui sont liées au fonctionnement même des entreprises, on va dire. Et les émissions indirectes, c'est les émissions qui sont dues à la combustion d'énergie fossile qui a été nécessaire pour produire les différents objets. Et on voit que c'est essentiellement elles qui progressent. Si on regarde dans le détail, plutôt par poste, donc entre les différents déciles de niveau de vie, on a une partie logement qui, elle, est relativement constante. On a une légère augmentation liée à l'augmentation du chauffage, mais rien non plus d'extraordinaire. Une augmentation relativement importante pour le carburant et le transport. Une alimentation qui, elle, augmente aussi légèrement. Et enfin, les derniers biens matériels et services matériels augmentent aussi. Voilà, donc on a ici une augmentation d'un facteur pas complètement homogène entre les différentes catégories. Si on regarde un peu plus dans le détail, on a ici l'empreinte carbone avec les différents quartiles. Donc on a le premier quartile, le dernier quartile et la médiane. C'est le même graphique que précédemment, juste pour représenter les différents moments statistiques. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc déjà il y a une grande disparité. Vous voyez que le dernier quartile du premier décile de niveau de vie émet autant que le premier quartile du dernier décile de niveau de vie. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que la corrélation qu'on a vue tout à l'heure, à savoir que l'augmentation d'empreinte carbone est corrélée au revenu, certes, mais pas du tout, pas seulement. On a aussi une très forte disparité au sein même des déciles. Donc on ne peut pas construire une politique publique uniquement basée sur le revenu, par exemple. Ça ne va pas suffire pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Si on regarde un autre aspect, donc là on parle d'inégalité verticale d'émissions quand on parle par rapport au revenu, et d'inégalité horizontale quand on parle par rapport aux différents autres facteurs qui peuvent expliquer, et notamment par rapport au lieu d'habitation. Et donc ici en vert c'est le rural, en orange la banlieue et en bleu le centre, enfin la ville. Et ce qu'on voit c'est que, sans trop de surprise, les personnes qui habitent à la campagne émettent plus de CO2, de gaz à effet de serre de manière générale, que les personnes qui habitent en centre-ville. Et donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre et qu'on... voilà. Si on regarde maintenant le transport, donc le transport, on a également une augmentation, cette fois-ci un peu plus importante, entre les différents déciles de niveau de vie, entre autres à cause de l'avion, qui prend une part plus importante. A noter ici que l'avion ne prend pas en compte les traînées des avions, qui sont responsables d'une partie du réchauffement climatique. À juste titre, on pourra en revenir dessus si vous voulez. Et si on regarde l'évolution au sein même des déciles de niveau de vie, on voit que les disparités sont encore plus fortes pour le transport au sein des déciles, et on peut voir également aussi la répartition entre les différents lieux d'habitation. Et donc on constate que, on va dire, si je prends un cas extrême, on va avoir le dernier décile, le décile le plus riche, qui a une émission de transport qui est quasiment à 1 tonne de CO2 par personne et par an, et qui va correspondre en fait aux émissions émises par le premier décile de niveau de vie. Et enfin, un dernier exercice, on peut faire la même chose pour le logement. Et on voit cette fois-ci que les différences s'expliquent notamment par les différences d'habitation, le fait qu'on habite soit dans des maisons individuelles, soit dans des immeubles. Donc l'effet en centre-ville d'habiter dans des immeubles fait qu'on réduit drastiquement les émissions liées au chauffage. Et l'effet maison individuelle, par exemple, on voit notamment très bien ici, en banlieue, les banlieues résidentielles, qui du coup émettent beaucoup de tonnes de CO2. Donc ça c'était pour la partie constat. Donc on a dressé un peu un panel de l'empreinte carbone et de différentes variations, comment elle évoluait au sein de la population. Maintenant on va parler des aspirations. Donc pour rappel, c'est notre cap, vers où on souhaite aller. Donc nous, ce qu'on a décidé de mettre comme aspiration, c'est qu'on aimerait avoir des mesures, enfin on aimerait en fait vivre avoir des modes de vie qui permettent de préserver l'habitabilité de la planète et la durabilité de nos sociétés.
On souhaite viser une augmentation du bien-être en réduisant la pression humaine sur l'environnement. On souhaite proportionner l'effort environnemental de chacun à son impact environnemental en répartissant le droit à la consommation de ressources pour tous les êtres humains. Donc ça, par exemple, c'est le genre d'aspiration qui ne va pas forcément être commun aux différents partis politiques. On souhaite également que chaque personne ait conscience de l'impact de son mode de vie sur l'environnement. Et enfin, on souhaite donner le pouvoir à chaque individu de choisir la manière dont il va réduire son empreinte carbone, son impact environnemental. Donc à partir de là, on peut imaginer plusieurs propositions possibles pour réduire l'empreinte carbone. Donc on peut avoir des réglementations par secteur. Donc je le détaillerai par la suite, mais ça consiste simplement à avoir des limitations d'émissions de gaz à effet de serre sur les différents secteurs de la vie de tous les jours. Une taxe carbone qui serait plus ou moins redistributive, et enfin les quotas carbone ou le compte carbone que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais parler brièvement de réglementation par secteur, mais pas tellement, parce qu'en fait il contrevient en fait que on ne choisit pas, avec la réglementation, on ne choisit pas vers quel secteur on réduit nos émissions, c'est contraint par la réglementation. Je vais détailler un peu plus les taxes carbone et surtout le compte carbone. En fait, la question qui se pose, si je reprends ce graphique là, c'est finalement comment on fait pour passer de 10 tonnes à 2 tonnes de CO2 équivalent, qui est environ ordre de grandeur pour essayer d'arriver à une neutralité. Est-ce qu'on réduit, est-ce qu'on met un seuil pour tout le monde pour les différents secteurs ici? Est-ce qu'on réduit plus là plutôt que la nourriture ou le logement parce que c'est plus essentiel? Voilà, c'est un peu les questions qui se posent, et surtout quelle politique publique on met en place pour ça. Donc le compte carbone, en fait, ça va nous servir à définir, grâce aux objectifs qu'on a définis de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, on va doter chaque personne d'un même montant, un droit à émettre des gaz à effet de serre. Ce montant il diminuera progressivement d'année en année afin de respecter les engagements climatiques de la France. Et le compte carbone il sera individuel, et au début il sera nécessaire pour l'énergie domestique, à savoir donc, le chauffage, l'électricité et les transports, carburant, billets d'avion, train, bus, etc. Donc concrètement, comment ça marche? On aura un compte individuel enregistré auprès d'une agence indépendante, une agence carbone, et on va avoir besoin d'avoir des crédits carbone pour pouvoir acheter des billets d'avion, de train, de bus, chaque facture d'énergie. On devra payer à la fois en euros et en carbone, et en fait l'idée c'est de relier les deux comptes sur notre compte bancaire pour qu'on n'ait pas besoin de sortir deux cartes bancaires différentes. Donc ça se fera tout seul. Et on commencera avec un montant de 4 tonnes de CO2 par personne, qui correspond environ à 40%. Parce qu'en fait, vu qu'on ne couvre pas tout pour le moment, ça correspond au montant couvert par avion, train, bus et les différentes énergies. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que chaque personne reçoit environ 400 kg de CO2 par personne. Pour payer donc le gaz, fuel, l'électricité, donc ça se fait de manière quasiment automatique avec les différents abonnements. Et enfin, on aura besoin pour payer les différents transports et lorsqu'on ira faire le plein d'essence. Ici, on a une question du choix du périmètre. Pourquoi on a choisi de se restreindre uniquement à ces domaines-là? D'abord parce que c'est facile de savoir combien, c'est plus facile de savoir combien émet le chauffage au gaz, à l'électricité. Aujourd'hui, on a des bonnes métriques pour savoir de combien de grammes de CO2 et d'électricité les différentes énergies fossiles comme le fuel, le diesel, etc. On sait également combien de CO2 on émet, et donc c'est relativement facile de mettre un coût carbone avec des certitudes relativement faibles dessus. Et donc ça permet quand même, avec des choses relativement simples, de couvrir 40% de l'empreinte carbone, et donc de pouvoir ensuite faire baisser cette empreinte-là de manière graduelle d'année en année. Et donc si on souhaite aller plus loin, je détaillerai un peu plus tard, mais il faut instaurer de nouvelles réglementations pour les entreprises pour pouvoir s'assurer que le carbone est bien compté par tout le monde. Donc si je vais résumer la philosophie de la mesure, l'idée c'est qu'on ait un système qui nous assure en fait de respecter nos engagements. Parce qu'aujourd'hui, le problème avec l'accord de Paris et les différents accords comme ça, c'est que on a des règles, on a des objectifs, mais on n'a aucun moyen, on ne mesure même pas en fait au quotidien comment doit décroître l'empreinte carbone. Et donc là aujourd'hui, avec ce genre d'outils, on a une métrique de ce qu'on émet comme crédit carbone, et donc on sait, a priori, hein, si nos estimations sont pas trop mauvaises, que l'empreinte carbone va diminuer d'année en année de manière quasiment obligatoire.
L'idée aussi, c'est de permettre à chacun de réduire ses empreintes carbone. Donc en choisissant le secteur, donc là par exemple on n'a pas dit si les gens devaient réduire leur consommation de viande, devraient réduire leur voyage en avion, leur voyage en voiture, etc. Les gens font ce qu'ils veulent, et juste on leur dit vous avez un quota. L'idée également c'est de mettre principalement en contribution les personnes ayant la plus forte empreinte carbone, et en particulier ça mettra à contribution les personnes les plus aisées, même si on l'a vu tout à l'heure, il y a des disparités, ça reste un facteur déterminant pour l'empreinte carbone. L'idée aussi, c'est d'éviter des réglementations dans tous les sens qui sont aujourd'hui créées pour essayer de diminuer l'empreinte carbone. En effet, on rajoute un prix carbone et on va pouvoir utiliser ce prix comme un signal prix. En fait, les entreprises auront intérêt à diminuer simplement le coût carbone de leurs produits pour simplement rester compétitif et pouvoir continuer d'exister. Et donc, si je devais résumer, en fait, aujourd'hui, on est assez habitué à se dire qu'au quotidien, on ne peut pas en dépenser plus que ce qu'on a dans notre porte-monnaie. Et aujourd'hui, en fait, il va falloir se dire, on a aussi. Donc, en fait, le porte-monnaie, c'est quoi? C'est finalement de l'argent, et en fait, on paye le travail d'autres personnes. On paye l'effort humain. Et aujourd'hui, il faut aussi se dire qu'on n'est pas en ressources illimitées. Donc, on est limité aussi aujourd'hui en CO2. De manière un peu artificielle parce qu'on souhaite limiter le réchauffement climatique, mais on pourrait imaginer le même genre de système pour n'importe quelle ressource qui est en quantité limitée, où en fait il faut qu'on apprenne à se dire que nos différentes activités sont aussi limitées par nos ressources, et pas que nos ressources financières qui dépendent uniquement de l'effort humain. Donc ça c'était pour la philosophie de la mesure. Donc nous ce qu'on a trouvé c'est que les quotas carbone, donc on a 4 tonnes de CO2 par personne et par an. Il peut potentiellement y avoir un problème si on émet trop de carbone. Si on a besoin de. Comment on fait? Donc, deux choses sont possibles. Soit on pourrait imaginer faire des emprunts auprès de l'agence carbone. Donc, ça, c'est plutôt dans le cas où on a des achats, par exemple, je sais pas, on va faire un vol aller-retour en Australie qui nous coûte 3 tonnes de CO2 ou 4 tonnes. Bon, c'est clair que si on a que. Si on peut plus le dépenser qu'une année, c'est-à-dire que le reste de l'année, on mange pas. C'est assez impossible. Donc là, c'est possible d'étaler. Il y aura également la possibilité, et c'est ce que je vais détailler dans la suite, d'échanger les quotas sur un marché avec l'idée que simplement fixer des quotas à 4 tonnes, c'est une mesure qui est un peu trop drastique dans le sens où en fait, tous ceux qui sont dessus du quota vont être strictement contre cette mesure, et c'est une mesure qui a un égalitarisme un peu strict, qui est défendable, mais que nous en tout cas on souhaitait alléger. On pensait que c'était quelque chose qui serait trop peu désirable. Donc cet échange de quotas, il se passerait pas via un marché dérégulé comme ça peut être le cas pour les marchés financiers ou autres. Donc ça serait via une agence carbone qui fixerait le prix du quota carbone et qui s'assurerait entre autres qu'il y ait autant d'achats et de reventes par les différents particuliers, puisque l'intérêt c'est quand même de plafonner et de réduire le nombre de crédits vendus. Et on peut également rajouter des règles, c'est l'intérêt aussi de passer par ce genre de système. C'est qu'on peut limiter le rachat, on peut limiter à. Donc là on a mis le double du quota, mais on pourrait limiter à plus, c'est à discuter. Et on peut également modifier le prix du rachat. On peut faire une taxation différente en fonction du rachat qui est effectué. Et donc l'objectif de ce marché, c'est de permettre une transition de tous les modes de vie, parce qu'on ne pourra pas demander aux personnes qui mettent 15 tonnes de CO2 par personne et par an à passer à 4, si on parle que de la partie qu'on va regarder. Uniquement du jour au lendemain sans transition, ça c'est pas possible. Donc ça va permettre de réaliser cette transition, et surtout aussi ça récompense les personnes les plus savantes. En fait, toutes les personnes qui sont en dessous du quota, elles auront intérêt à ce qu'il y ait ce genre de mesures qui soient mises en place, parce qu'elles vont rien payer de plus, elles vont payer les quotas mais elles sont excédentaires donc ça ne change rien. Et par contre, elles pourront vendre leurs quotas supplémentaires et donc en fait avoir une source de revenus supplémentaire. Le fonctionnement du système d'échange. Donc c'est ce que je disais, on a un transfert qui pourra s'effectuer, donc ici on a mis en ligne pour des raisons de facilité, et on pourra également avoir des cas particuliers pour des situations plus délicates, et je vais revenir dessus parce que c'est des questions souvent qui reviennent sur le compte carbone. Mais en gros on peut mettre des règles en place pour s'assurer qu'on émette des quotas bonus pour des personnes dans le besoin et qu'elles ne puissent pas le revendre pour éviter qu'elles puissent profiter de la situation. Donc comment évoluerait le cours de ce quota carbone? Donc
les premières années, en fait, au fur et à mesure que la réduction des quotas se fait, il va y avoir une augmentation du prix du carbone. Et les estimations qui sont faites, donc ici c'est une estimation faite par une association qui s'appelle Compte Carbone, on parle de plusieurs centaines d'euros au début, à des valeurs qui se stabiliseraient autour de 1000 euros la tonne. Donc pour vous donner un ordre d'idée, hein, si on consomme voilà, 5-6 tonnes en plus du quota, ça reviendrait à 1000, voire au maximum 5000 euros de plus par an. Donc c'est pas non plus complètement délirant. Donc c'est bon. Comment on pourrait mettre en place ce genre de mesures? Donc dans un premier temps, il faut commencer par réaliser un étiquetage carbone. Donc dans la version qu'on a mise en place, qu'on a proposée, c'est relativement facile. Comme je disais, c'est des choses qui sont relativement faciles à compter. Mais de manière générale, nous ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait ce genre d'étiquetage pour tous les produits en fait, parce que ça sera. Enfin, on ne peut pas demander aux gens de diminuer leur empreinte carbone s'ils ne savent pas le coût carbone de ce qu'ils achètent. Donc ça, c'est une mesure qui a été proposée par la Convention citoyenne pour le climat. Donc 150 personnes qui ressortent en 2019 pour réfléchir notamment à des solutions comme de ce style-là. Et donc, c'est une de leurs propositions de créer une obligation d'affichage et de l'impact des produits et services sur de l'impact carbone. Et une fois que ça s'est mis en place, on peut créer une année blanche, à savoir que on crée en fait un laps de temps où les gens peuvent à la fois mesurer ce qu'ils consomment et prendre en compte la future loi, les futurs quotas qui seront mis en place, et ensuite mettre en place la mesure progressivement avec un durcissement progressif des quotas, enfin, à savoir une réduction des quotas émis année par année. L'idée ensuite, c'est d'élargir le compte carbone, car en fait, un des objectifs, c'est que les gens choisissent où ils veulent réduire leur empreinte carbone, et donc pour faire ça, il faut maximiser le nombre de secteurs impliqués dans le compte carbone. Et donc, entre autres, un secteur important, c'est la consommation de viande rouge. Donc, une possibilité, c'est d'attribuer des émissions plafond en disant que 1 kg de viande de 1 kg de viande de bœuf coûte tant de CO2. Voilà. On peut faire également la même chose pour les logements, mais pareil, ça nécessite un peu plus de travail pour étaler dans le temps le genre de dépenses, parce qu'une maison, c'est souvent plusieurs dizaines de tonnes de CO2. Ça dépend de la taille évidemment, mais ça serait très long à rembourser. Et notamment, il faut prévoir des ajustements. C'est-à-dire qu'au moment où vous mettrez le quota en place, les gens auront tout intérêt à acheter leur logement juste avant. Enfin bref. Donc il y a quelques techniques à avoir dans le détail. Et enfin, la consommation des biens et services du quotidien, où en fait il va falloir quantifier pour n'importe quel objet que vous achetez, donc l'ordinateur, des vêtements, n'importe quoi, le coût carbone associé. Et donc ça nécessite de la traçabilité du carbone, et donc c'est forcément il y a forcément un peu de travail à faire dessus, mais on pense que dans tous les cas, de toute façon, c'est quelque chose qui va être nécessaire, et c'est quelque chose qui est déjà mis en place en fait dans pas mal d'entreprises où les bilans carbone commencent à être obligatoires pour les grandes entreprises notamment, et donc petit à petit, ça devrait pouvoir finir par arriver. En termes de chiffrage, donc c'est un mécanisme en termes de coût. L'achat et de vente des crédits carbone, c'est régulé par l'agence carbone, et donc c'est des échanges trop particuliers, il n'y a pas de coût particulier par rapport à ça. Le seul coût, c'est l'administration. En ordre de grandeur, c'est environ, on a estimé ça à 20 000 emplois et environ 1 milliard d'euros par an, ce qu'on peut comparer aux dépenses de l'État qui sont d'environ 400 milliards, et au budget du ministère de la Transition écologique qui est de 40 milliards. Donc c'est une dépense qui est relativement raisonnable. C'est pas tant le coût n'est pas tant un problème sur cette mesure-là. Quelques questions qui reviennent régulièrement et que vous avez peut-être déjà en tête. Comment ça marche pour les émissions dites forcées? En fait, on dit souvent aujourd'hui que les gens n'ont pas le choix de leurs différents trajets, de leurs différentes consommations, entre autres le trajet domicile-travail. Donc, pour le trajet domicile-travail, ce qu'on propose, c'est de prendre en charge la moitié par l'employeur, un peu comme ce qu'il fait aujourd'hui pour les. Il peut prendre en charge jusqu'à la moitié financièrement du trajet domicile-travail, même si c'est 15% aujourd'hui. Et donc, de manière générale, ce qu'on entend en fait par émission forcée, c'est qu'on entend le cadre de vie dans lequel s'inscrivent les gens, qui habitent à la campagne, qui doivent faire des déplacements, etc. En fait, il y a des modes de vie qui vont être trop carbonés. Et on peut considérer que le cadre, que c'est difficile d'en changer, mais le fait est que, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, vivre en centre-ville, c'est de fait beaucoup moins carboné. Et c'est sans doute le mode de vie vers lequel il va falloir qu'on aille. Il va falloir densifier les
des habitations, enfin se débrouiller pour que les gens ils fassent pas 200 km par jour en voiture, parce que ça, c'est pas tenable. Par contre, à contrario, par exemple, à la campagne, on peut développer un peu plus la voiture électrique qu'en ville, parce que y a sans doute plus de bornes à disposition par rapport à un immeuble où il y a 300 personnes dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable. Et enfin, pour les logements et le système de chauffage, donc ça, c'est par exemple comment on fait quand on est en location, on n'a pas la main sur le système de chauffage, ou ni même sur l'isolation du logement. Donc ça, ce qui est possible de mettre en place, c'est une répartition de l'attribution du coût carbone lié au chauffage entre le propriétaire et le locataire en fonction de la classe du logement. Donc ça, voilà. Donc, en fait, il y a des mesures qui sont faisables pour pallier à ce genre de problème, mais de la même manière, en fait, si on continue de louer des logements qui sont hyper vétustes, qui laissent passer le froid, etc., et qui nécessitent beaucoup de chauffage, ça ne va pas être quelque chose qui va être soutenable sur le long terme. Donc on peut toujours trouver des moyens de compenser, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable pour pouvoir faire changer les comportements. C'est un peu ça le message. Et les enfants, c'est pareil, on peut compter, un peu comme pour les impôts, par exemple, une demi-part, ou un truc linéaire, pour faire un peu ce qu'on veut, mais c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte. Donc, quelques points négatifs du compte carbone. Donc, c'est une mesure qui est un peu complexe à mettre en œuvre et qui est surtout difficile à intégrer dans les habitudes. Ça nécessite pour les gens de réfléchir un peu en double comptabilité, à savoir est-ce qu'il me reste assez d'argent, est-ce qu'il me reste assez de carbone. Donc, bon, si c'est que pour quelques mesures, ça va, mais si c'est pour tout, c'est effectivement plus compliqué. On va voir un changement des industries, notamment par exemple l'aérien qui sera sans doute amené à baisser, mais pas que, le secteur de l'automobile également, notamment avec les moteurs thermiques. Ça, c'est quelque part, c'est une conséquence, je ne sais pas si on peut dire que c'est une conséquence négative, mais en tout cas, c'est une conséquence qu'il faut anticiper. Il peut y avoir un impact sur le prix des biens et services, notamment des produits bas carbone qui vont devenir du coup hyper concurrentiels et donc potentiellement le prix peut augmenter. Donc ça aussi il faut anticiper. Et voilà. Et des effets positifs à contrario, donc on a le plafonnement et le contrôle des émissions totales, c'est ce que je disais précédemment. On a un gros point positif, c'est la stimulation de l'innovation par le privé et le public. En fait, de manière générale, on utilise la concurrence que les entreprises peuvent se faire pour réaliser la transition. Et que c'est valable pour le privé, mais c'est également valable pour le public. Les gens auront intérêt à voter pour des politiques publiques qui leur permettent de réduire leur empreinte carbone. De la même manière, les gens votent pour des politiques publiques qui vont globalement essayer de ne pas trop leur prendre d'argent. Là, ça va être pareil. Si on voit que le coût des services publics est trop fort en carbone, où on va par exemple chercher à développer les transports en commun, par exemple, ça va être beaucoup plus intéressant pour les citoyens s'ils savent que derrière ça va pouvoir remplacer leur voiture, etc. Ou pareil, le vélo pourrait être bien plus mis en avant par les politiques publiques, puisque ça devient intéressant du côté du coût carbone. Et enfin, ça permet aussi une optimisation des efforts individuels, du fait que chacun minimise là où ça lui coûte le moins pour diminuer son empreinte carbone. Je vais évoquer, je vois que le temps passe, je vais évoquer un peu plus rapidement les différentes alternatives possibles. Donc, on peut avoir des réglementations par secteur. Donc, deux exemples, le 110 km/h sur l'autoroute et ici l'interdiction de la location des logements qui sont. Lui, il se dit, mais pourquoi. Pourquoi on n'a pas une équité dans les efforts qui sont demandés et pourquoi ça nous demande des efforts. Et du coup, tout ça, ça entraîne une baisse limitée de l'empreinte carbone. Ça, c'est un peu la trajectoire qui est aujourd'hui prise par le gouvernement et qui entraîne une baisse de l'empreinte carbone, alors très légère et surtout une baisse des émissions, mais surtout, ça ne nous permet pas de réduire assez vite ces différents secteurs. L'autre possibilité, c'est une taxe carbone. On a vu ce que ça a donné, ça a donné les gilets jaunes. Alors, pourquoi ça a donné les gilets jaunes? Entre autres parce que la taxe était il y a plein de raisons, on ne va pas débattre de ça pendant trop longtemps, mais entre autres, une taxe carbone qui n'est pas redistributive crée un gros problème. Les riches ne sont pas du tout impactés par la mesure, et les pauvres très impactés. Et donc, juste d'un point de vue social, ça ne peut pas marcher, puisque c'est les pauvres qui mettent le moins, à qui on demande le plus d'efforts. Donc, ça, c'est possible de le corriger en redistribuant les revenus de la taxe auprès des particuliers. Donc ça c'est un schéma qui montre un peu comment pourrait marcher une taxe redistributive. Donc en fait, grosso modo, le politique émet des quotas auprès des entreprises, ou des quotas où
ou une forme de taxe carbone auprès des entreprises, et ces entreprises reportent le montant de cette taxe sur les particuliers. Et donc ainsi on a un coût qui est plus élevé pour, je sais pas, la tonne d'essence, la tonne de ce que vous voulez, qui dépend du coût carbone du produit. Et l'autre possibilité, donc ça c'est juste les deux schémas pour comparer, c'est d'utiliser les quotas, donc ça c'est la méthode compte carbone, avec des quotas qui sont émis directement au niveau des particuliers, et on compte ensuite uniquement en CO2, et on a des transferts de quotas qui peuvent se faire avec l'agence carbone. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait les deux solutions, je vais aller un peu plus vite, désolé, mais c'est que les deux solutions sont équivalentes d'un point de vue redistributif, puisqu'en fait, en gros, avec l'échange des quotas sur les marchés, ça revient un peu au même que si on faisait payer les gens et qu'on redistribue l'ensemble des revenus de la taxe aux différents particuliers. Et le message qui est derrière, c'est que une taxe carbone, c'est quand même. Alors il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème qu'on ne contrôle pas le rachat possible, donc les riches peuvent émettre plus, autant de carbone qu'ils veulent, autant d'argent. A priori, la taxe ne sera pas un problème pour eux, hein, je parle des très très riches. Et l'autre souci de manière générale, c'est qu'on va avoir une mesure qui n'est pas. Où les gens vont avoir le sentiment. Les gens auront le sentiment que finalement, c'est pas. C'est pas eux qui. En fait, ils auront l'impression de payer plus avec un système de taxe carbone plutôt qu'avec un système de quota carbone, puisqu'ils vont directement payer la taxe et ils vont jamais être sûrs de recevoir le revenu complémentaire en face. Et ça, c'est quelque chose qui a l'avantage du compte carbone. C'est un peu ce que je voulais dire là. Voilà. Donc, qui propose quoi Donc là, on a un peu fait la revue des différentes méthodes, à savoir taxe carbone, compte carbone et la réglementation. Là, je vous présentais juste à la fin les différentes associations qui ont travaillé là-dessus. Donc nous, on travaille pas mal avec le compte carbone, qui est en fait une association qui regroupe plein de micro-associations et qui promeut le compte carbone. Allocation Climat également, c'est une association là-dessus. Et du côté des partis politiques, c'est une idée qui est assez récente. On en a entendu parler pour la première fois à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle de 2022 avec Delphine Bateau. Donc c'est une idée, ils ne défendent pas le compte carbone mais ils défendent l'introduction de quotas notamment pour l'aérien. Et donc c'est une mesure aussi qu'on porte chez Equinox. Et il y a quelques personnalités qui commencent à y réfléchir ou du moins à y discuter. Donc il y a quelques députés de la République En Marche, il y a aussi François Ruffin qui commence à y réfléchir. Donc voilà, c'est une idée qui commence à faire un peu son chemin politiquement. Et vers lequel, à mon avis, il serait souhaitable d'aller. Donc pour conclure cette présentation, donc là c'est plutôt, on a beaucoup parlé de contraintes et de diminution de l'empreinte carbone, on a assez peu parlé de changement de récit, de changement d'imaginaire. C'est pas des choses qui sont nécessairement incompatibles, on peut faire les deux. Au contraire, il faut faire les deux. Mais en fait, il ne faut pas oublier que l'énergie carbonée aujourd'hui, elle sert essentiellement au confort des humains. On va avoir simplement la voiture individuelle, la consommation de viande, etc. C'est des choses qui sont soit du confort, ou même le chauffage, soit du confort, soit des habitudes qui ont été ancrées et qui sont vues comme un confort. Je parle de la consommation de viande excessive, etc. Et ça, en fait, c'est un coût à changer. Donc, on pourra toujours dire il faut changer de récit, etc. Si vous dites à une personne de passer de carnivore à végétarienne, quand même vous mettez un récit magnifique pour devenir végétarien, le coût du changement il est relativement important. Et je pense qu'aujourd'hui on n'a plus trop le temps d'attendre que ce soit les nouvelles générations qui elles ont le nouveau récit en tête et qui ont changé leurs habitudes, qui remplacent complètement les anciennes. Il faut imaginer d'autres systèmes qui soient un peu plus efficaces que ce changement de récit, qui, bien je le rappelle, hein, c'est pas incompatible. Donc voilà, j'espère vous avoir un peu convaincu que le compte carbone c'est une solution efficace et juste seulement pour réduire son empreinte carbone. Et bien sûr, ça n'a pas vocation à répondre à toutes les problématiques, notamment les questions d'inégalité entre les individus qui perdureront avec ce genre de système. Merci pour votre attention. Du coup, on peut faire des questions. Ouais, du coup,
Pardon, ouais, vas-y. Non, je t'en prie. Est-ce que le compte carbone a vocation à être uniquement individuel ou aussi à être lié à des entreprises? Ouais, c'est la question que je vous pose Il est aussi. question de répartir typiquement le coût d'un trajet entre l'employeur et l'employé, Ouais. mais l'employeur c'est une entreprise, c'est rarement un Ouais. individu. Ouais, exactement. Alors en fait, donc ça marche lorsqu'on a un spectre du compte carbone qui est élargi, hein, pas la mesure que j'ai présentée. Si on imagine que tous les produits ont un coût carbone, en fait, les entreprises devront avoir un registre carbone, enfin une comptabilité carbone en fait. Et un peu de la même manière qu'aujourd'hui, l'actif et le passif d'une entreprise doivent être neutres, enfin doivent être équilibrés, et bah on aura la même chose pour la comptabilité carbone. Et tout ce qui est payé par l'entreprise en termes de carbone, donc ça peut être la prise en charge d'une partie des dépenses des salariés, mais c'est aussi et surtout l'achat simplement des différents produits qui auront un coût carbone. Donc tu incorpores ça, tu incorpores également le scope 1, le scope 2 et le scope 3 des différentes entreprises, si ça vous parle. Donc ça correspond aux émissions directes d'énergie par les entreprises, les émissions dues à ce qui est acheté par l'entreprise, etc. Donc tout ça doit être compté et en fait tout doit être revendu. Donc l'entreprise derrière elle doit s'assurer que tout ce qu'elle a vendu vient compenser ce qu'elle a acheté. Et donc quelque part finalement quand on parle du trajet, il est reporté sur ce que vend l'entreprise. Donc en fait à la fin, dans ce genre de système, si tu es une entreprise qui vend des services de conseil, même cette entreprise-là, elle aura un coût carbone parce qu'en fait le conseil, il a fallu que des gens se déplacent, etc. Alors ça sera toujours très faible par rapport au reste, mais a priori c'est quelque chose qu'on peut intégrer comme ça. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, j'ai pas bien compris l'histoire de revendre ce qui est. Si je dois donner un exemple, c'est que par exemple l'entreprise elle doit acheter différents objets qui ont un coût carbone à d'autres fournisseurs. On va dire 10 tonnes, elle achète 10 tonnes, elle prend en charge une tonne de déplacement de ses salariés et puis elle prend en charge, elle dépense une tonne d'émissions avec son chauffage, voilà. Donc elle a 12 tonnes, et il faut que elle va vendre un produit, le produit une tasse, il faut que toutes ces tasses, à la fin de l'année, lui aient rapporté 12 tonnes de CO2. Donc en fait, on reporte ça sur les consommateurs. Ah, c'est les consommateurs qui ont acheté l'équivalent de 12 tonnes de ce qu'elle a dépensé elle pour Ouais. la confection de ces mêmes tasses. C'est ça. En fait, l'idée derrière ça, c'est que si le consommateur n'avait pas payé l'objet, l'entreprise n'aurait pas existé et les émissions liées n'auraient pas eu lieu. D'accord. C'est ça qui est l'idée qui est un peu derrière. Ouais. Je comprends du coup que d'un point de vue comptabilité carbone purement, ce soit logique d'imputer au consommateur le coût carbone du produit. Seulement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a moi, il y a un problème que j'ai là-dessus, c'est que imaginons qu'on a un produit qui n'est pas forcément d'alternative disponible. En fait, avec cette comptabilité, c'est difficile de localiser l'émission sur l'existence du produit en lui-même plutôt que sur, en fait, parce que du coup, tout le monde va devoir payer la taxe carbone qui lui est associée, le compte carbone qui va dicter le compte carbone personnel. Et du coup, ça va être difficile d'identifier que le produit en lui-même en fait est une source d'émissions et que du coup, c'est plutôt ça qu'il faudrait adresser comme problème plutôt que la consommation elle-même en fait. Et comme ça va pas se réguler naturellement parce qu'il n'y a pas d'alternative, ça me paraît être une limite plutôt. Alors, je suis pas sûr de voir en quoi. Parce que je comprends, ce qui n'est pas alternative, effectivement, ça force entre guillemets la consommation. C'est un peu le cas pour le chauffage. On va dire le chauffage de gaz aujourd'hui, bon, il y a pas de chaleur et tout, mais admettons qu'il n'y ait pas d'alternative et qu'on ait que ce mode de chauffage. Effectivement, les gens ont pas trop le choix de chauffer. Donc, effectivement, il y a une forme de contrainte. Les gens vont devoir payer le coût carbone lié au gaz. Mais je suis pas sûr de vous comprendre. Je pense par exemple, imaginons on ait des produits importés qui ont un coût carbone plus haut mais qui seraient éventuellement plus chers, et des produits locaux qui seraient peut-être plus chers mais avec un coût carbone, je connais rien, mais imaginons ce contexte-là. En fait, pour éviter l'importation, c'est plutôt des politiques au niveau national qu'il faudrait prendre. Sauf qu'en fait, le bilan carbone, lui, si ça reste moins cher d'acheter des produits importés, on va continuer à faire ça et du coup on va pas pouvoir mettre en place une régulation qui. Mais ça serait moins cher de quel point de vue? Parce qu'en fait, justement, l'idée du compte carbone, c'est que tu intègres dans ton équation le coût financier et le coût carbone. Oui, mais ça monte par le haut. Et du coup, ça peut. C'est-à-dire que si ton produit, si à côté tu as le produit B qui coûte moins cher en carbone, peut-être qu'il coûte plus cher financièrement, mais en fait, au bout d'un moment, si tu as trop d'argent et pas assez de carbone, tu finis par choisir celui-là en fait. Oui, mais le risque, c'est pas de dépasser le prix auquel on pourrait juste acheter le produit. Et du coup, je sais pas comment dire ça. Je vois l'idée, ouais. Sinon, en fait, sur la localisation de qu'est-ce qui coûte quoi,
a priori, en fait, si tu as une étiquette qui te dit combien coûte l'objet en carbone, bah, quelque part, le consommateur, il n'a même pas besoin de savoir d'où proviennent vraiment ces émissions. S'il veut réduire son empreinte carbone, bah, il n'a juste pas acheté le produit et ça lui règle. Et du coup, je pensais plus sur le point de vue d'une intervention étatique, par exemple. Genre, si l'État voulait, mais du coup, effectivement, l'idée du carbone, c'est d'éviter que l'État soit un acteur. Justement, c'est une des raisons parce qu'en fait, sinon, c'est trop compliqué. Enfin, ça demande beaucoup plus de contraintes que si tu laisses les choses se réguler un peu par elles-mêmes. C'est un peu ce qu'essaie de faire, ce qui essaie d'être fait aujourd'hui, et on se rend compte que c'est compliqué et en plus à chaque fois on régule par le haut justement et là-dessus c'est à mon avis trop inefficace pour continuer comme ça. Du coup, vous avez parlé des gilets jaunes avec l'augmentation du prix du carburant. Du coup, est-ce que vous avez fait un peu de prospective sur une possible implémentation d'un quota carbone, même plus haut que 4 tonnes par personne? Et ce que ça aurait comme incidence sociale directe? Juste, par exemple, avec l'annonce. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'épisode recommence on retourne sur les ronds-points, fasse des barbecues, etc. Ouais. C'est dommage parce que le barbecue ça compte pas mal. Ouais. Non, mais... alors c'est clair que là on peut en parler un peu plus longtemps. De manière générale, la difficulté de parler de compte carbone ou de taxe carbone, c'est l'acceptabilité sociale. Et en fait, on voit que même une taxe carbone redistributive qui serait intéressante pour les ménages les plus pauvres, parce qu'elle gagnerait financièrement, c'est compliqué à faire passer parce que les gens ils entendent le mot taxe. Même compte carbone, ils vont entendre le mot quota. Et ils vont voir ça comme une limitation. Ce qui n'est pas totalement faux, mais c'est une limitation qui a un certain niveau. Et donc, de fait, nous, ce qu'on veut essayer de justifier, ce qu'on veut essayer de dire, c'est si on met des genres de quotas à 4 tonnes, il y a 2 tiers de la population qui sont sous les quotas, et qui ne sont pas du tout impactés par la mesure. Et au contraire, ils ont même des trucs qu'ils peuvent vendre en plus. On leur donne des trucs qu'ils peuvent les vendre. Donc, ils n'ont rien à faire de plus. Donc, nous, on veut essayer de le vendre comme ça. Maintenant, je sais qu'on a déjà eu ce genre de retour de certaines personnes, et même qui nous disent ils veulent créer après le pass sanitaire un pass carbone pour nous empêcher de vivre, etc. Bon, de manière générale, si les personnes n'ont pas compris la partie constat, n'ont pas compris qu'il y avait une urgence à agir et qu'il était essentiel de se rationner, c'est un rationnement qu'on est en train d'organiser, en fait ils ne peuvent pas accepter la suite. Et c'est logique, parce que s'ils n'ont pas accepté le fait qu'on consommait trop par rapport aux ressources planétaires, ils se disent mais pourquoi je m'auto-limiterais dans ma consommation, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai effort à faire de ce côté-là et qu'en fait c'est un problème pour le compte carbone mais c'est un problème pour la taxe carbone et pour n'importe quelle mesure qu'on veut essayer de mettre en place pour limiter l'empreinte carbone. On va se frotter à cette limite qui est que les gens ont intégré le fait qu'il fallait réduire et il n'y a pas qu'une question de doctrine, il faut que les gens comprennent, il faut vraiment comprendre pourquoi on fait ça et c'est pas juste pour s'auto-flageller et ouais. Donc la mesure du compte carbone, vous à travers quel organisme vous le mettez en valeur? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un parti politique en particulier qui défend cette idée? Est-ce qu'il y a donc vous avez parlé de compte carbone, vous avez parlé de je sais pas si c'était là au début de la présentation. Moi en fait je fais partie d'un parti politique qui s'appelle Equinox, que j'ai participé à créer il y a 3 ans. En fait, pour la petite histoire, le compte carbone, j'y ai réfléchi pendant mon année d'agrég. Je sais pas, je m'ennuyais pendant non, mais en fait, je me posais vraiment la question de comment. J'étais déjà engagé politiquement et je voyais bien que les propositions qui m'étaient proposées. Je trouvais pas ça très satisfaisant. Et c'était après la période des Gilets jaunes. Et donc, j'avais aussi cette mesure. Après, j'ai découvert qu'il y a d'autres personnes qui avaient déjà réfléchi, que ça existait déjà. D'ailleurs, il faut savoir que les comptes carbone, c'est quelque chose qui est. Donc, si vous voulez vous renseigner, j'ai des références après. Il y a Antonin Potier qui a beaucoup travaillé dessus, un chercheur en sciences sociales de Ulm. Ouais. Il bosse sur le nucléaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Il bosse sur le nucléaire, ce monsieur, je crois. Moi, je suis pas sûr qu'il bosse sur. Il n'a pas écrit un bouquin qui s'appelle Le nucléaire imaginé ? Vous pouvez remettre la slide avec les réponses. Ouais. Donc c'est de lui que j'ai tiré les graphes que je vous ai présentés. Donc il a pas mal travaillé dessus, mais en fait, d'un point de vue économique, il y a assez peu d'études qui sont faites, notamment la question de savoir quel est l'impact économique du compte carbone. C'est une question intéressante, notamment sur les prix
On peut anticiper que les prix des produits bas carbone vont augmenter, mais de combien, les conséquences, etc., c'est une question qui doit être creusée. Et pour l'instant, en économie, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur une taxe carbone, qui sont même pas forcément, juste une taxe carbone, même pas de redistribution. Là, il y a beaucoup de choses qui sont faites parce que c'est facile à mettre en place, c'est un terme en plus dans l'équation. Mais assez peu sur le compte carbone, et c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui on aurait besoin de ça pour étayer un peu plus le alimentaire. Et donc ce que je disais, le compte carbone, c'est une mesure que moi j'ai voulu qu'elle soit présente chez Equinox et qu'on défend aujourd'hui. Et donc ce que je disais, c'est qu'il y a quelques autres partis, notamment Génération Écologie du côté des Verts, et d'autres personnalités, je dirais à la frontière entre macronistes et les Verts. Grosso modo, il y a un peu des personnalités, et puis François Ruffin, ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est, par exemple, qui est très peu apprécié de la part de la France Insoumise ou des partis comme ça. Et la raison derrière, c'est parce qu'en fait, on s'attaque. Il y a l'idée que les riches peuvent continuer à consommer et qu'on ne s'attaque pas aux inégalités proprement parler, mais c'est pas l'objet. Ouais. Vous avez dit à un moment que c'était très facile de tracer l'impact carbone par exemple de l'alimentaire, mais je suis assez surpris parce qu'il me semblait que justement c'était très difficile d'avoir ce genre d'informations. Alors si j'ai dit ça, c'était pas volontaire. Il me semble en tout cas, c'est ce que j'ai. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que nous, on a mis sur que les parties. Je vais essayer de retrouver. Nous, on a mis ça sur la partie émissions directes. Ça, c'est relativement facile. Le transport et du coup le carburant. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pris l'alimentaire au début. Parce que justement, c'est compliqué à prendre en compte. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faudrait, idéalement faire parce que ça a une empreinte non négligeable. Et donc, ce qui est possible de faire, c'est d'avoir des versions, des bandes sup. C'est-à-dire que tu dis par défaut, ton bœuf il coûte tant, et si tu as un agriculteur qui te dit oh, mon bœuf il coûte moins, ben en fait c'est lui qui a la chance de la preuve s'il veut gagner en concurrentiel par rapport aux autres. On peut faire des choses comme ça. Mais maintenant c'est. Majorer, en fait, par défaut, majorer en fait. Ouais, c'est ça, pour être sûr qu'on ne dépasse pas de nos objectifs. Donc ça c'est une possibilité. Mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut creuser et qui n'est pas évident. C'est une des raisons pour lesquelles l'étendre à tous les produits du quotidien, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, il faut un minimum de temps. Ouais. Est-ce que, vous avez dit retracer, c'est compliqué de retracer chaque émission par exemple. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il faudrait d'abord mettre en place, je sais que le carbone c'est aussi lié à la triple comptabilité carbone chez les entreprises, mais il y a aussi des recherches là-dessus. Et du coup, est-ce que ça ne ferait pas plus simple de mettre d'abord en place aussi une triple comptabilité carbone au sein des entreprises pour avoir une vraie traçabilité de tous les aliments c'est une mesure possible de porter Ouais, complètement. Donc ici, c'est vrai que ici c'est plus axé sur le consommateur, mais de manière générale, nous ce qu'on pense, c'est qu'il faut généraliser cette comptabilité-là au sein des entreprises avant de l'utiliser pour le compte carbone, parce qu'en fait c'est juste essentiel. En fait, de manière générale, pour l'étiquetage, qui est une mesure qui nous semble de toute manière nécessaire, quel que soit le dispositif qu'on met ensuite, ça peut être le compte carbone, la taxe carbone, ce qu'on veut. Si on n'a pas une traçabilité de ce qui se fait dans les entreprises, on ne peut rien faire en fait. On ne peut pas jouer sur que ce soit pour taxer les entreprises, pour taxer les particuliers ou qui que ce soit. Juste si on ne connaît pas l'info, on ne peut pas avancer. Donc oui, nous on est d'accord pour ça aussi. Ouais. Comment fonctionnerait la contrainte pour ce compte carbone, puisque vous le présentez comme quelque chose d'assez, comme un système d'argent assez libre, sauf que l'argent, le producteur fixe son prix et a intérêt à ce que la personne lui paye son prix. Il fixe son prix comme il le veut et a un intérêt à ce qu'il soit payé, alors que le compte carbone, la personne n'a pas forcément intérêt à se faire payer en carbone s'il n'a pas intérêt à déterminer son prix, si c'est trop contraignant, trop coûteux. Du coup, c'est un peu la même. Quelque part, c'est l'obligation d'avoir autant d'achats que de dépenses carbone à la fin de l'année. Ça répond un peu à ta question. Parce que du coup, tu es un peu obligé de faire payer le prix. Tu as intérêt en fait à ce que les gens te payent en carbone pour pouvoir rembourser quelque part, du moins présenter une comptabilité nulle à la fin de l'année de ce que tu as dû acheter ailleurs.
Et donc oui, donc tu as intérêt à ça. Et à côté de ça, ça joue aussi sur l'offre et la demande. Ça, par contre, ça reste vrai, y compris avec le compte carbone. Tu as aussi intérêt à minimiser ton coût carbone au sein de ton entreprise pour pouvoir gagner concurrentiellement par rapport aux autres. Ouais. Comment vous réduiriez du coup le quota carbone accordé à chaque personne au fur et à mesure des années? Ouais. Du coup, ça en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut soit utiliser les objectifs qui ont été définis par la stratégie nationale bas carbone, et soit, et ce qui nous semble le plus souhaitable, c'est qu'en fait, les gens, une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient des quotas et qu'ils réduisaient chaque année, et ben en fait, c'est aux gens simplement de démocratiquement en fait. Par les représentants qu'ils élisent au Parlement, etc. Et on vote comme on vote un budget en fait. Et donc là, quelque part, dans ce genre de système, on pourrait se trouver une situation où les quotas diminuent peu ou pas. Mais bon, ça après, c'est la démocratie, hein, si les gens ils veulent vivre à plus 4 degrés. La solution, c'est d'avoir une dictature et de dire on réduit tac, mais c'est impossible. Donc le mieux, c'est que ce soit décidé au niveau du Parlement. Ouais. Je me demandais si c'était cette idée de fonds carbone, du coup, c'était francophone très ancré ici, ou alors est-ce qu'il y a aussi un dépôt à l'international? Est-ce qu'il y a d'autres, par exemple, d'autres pays qui sont en discussion, plus ou moins avancés? C'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas la réponse, j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Comme je disais, la littérature scientifique et surtout sur la taxe carbone, assez peu sur le compte carbone. J'ai pas l'impression que ce soit hyper développé ailleurs. Je vais me renseigner, mais typiquement les travaux de Antonin Gauthier sont en français. Donc bon, ça montre aussi que c'est un peu francophone. Mais ouais, c'est une bonne question. Ouais. Comment vous arrivez à potentiellement, parce que maintenant un produit comme les produits nous produisent dans plein de pays différents, plein d'entreprises, il y a plein de biens intermédiaires, il y a plein de manières aussi de calculer différentes en fonction des pays. Comment vous intégrez ça dans le calcul d'un étiquetage carbone pour chaque bien, sachant que vous passez potentiellement par 20 pays différents? Ouais. Alors, pour ce qui est au sein de la France, a priori, si tout le monde a une comptabilité carbone, c'est quelque chose qui est traçable, on peut le réaliser. Par contre, on va avoir le problème dès qu'on va s'écarter des frontières françaises ou européennes, si on imagine qu'on met ça en place au niveau européen, dès qu'on va avoir des imports-exports avec des pays qui n'ont pas mis ça en place, là on va avoir le problème. Mais en fait, on a le problème, y compris si on veut faire de la taxe carbone ou ce genre de choses, et ils commencent à avoir le problème pour. Ils veulent faire une taxe, enfin, c'est en discussion, mais une taxe carbone aux frontières de l'Europe. On a besoin d'estimer ce que a coûté en carbone la production d'un objet qui a été fait en Chine avec l'électricité chinoise, etc., qui a produit du carbone. Donc ça, il y a plusieurs manières de faire. Soit on fait un peu comme on disait tout à l'heure avec des plafonds, on essaie d'avoir des bornes sup de ce que ça peut coûter en carbone. Et de manière générale, il faut avoir des accords entre les différentes parties prenantes. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Et donc c'est pour ça qu'il faut que c'est pas ce qu'on propose nous tout de suite, parce que dans ce qu'on propose, le gaz, l'électricité, etc., ça on peut difficilement faire autre chose que consommer ce qu'on a sur place. Et éventuellement, il y a juste les avions où les questions se posent. Enfin, il faut un accord international pour. Mais à la rigueur, même juste avec le nombre de kilomètres, on peut avoir une estimation du coût carbone lié à l'aviation. Mais enfin, oui. Il y a un problème, ça nécessite un peu de travail en tout cas de bien intégrer les importations et de s'assurer surtout qu'il n'y ait pas de passage entre les mailles du filet. Donc, je sais pas si on achète un truc sur internet qui vient de l'autre bout du monde, il faut qu'il soit tracé en carbone. Donc, c'est clairement un gros travail à mettre en place, ça ne peut pas se faire en 2 ans. Nous, l'idée, ce qu'on dit, c'est que ces choses-là, en général, c'est relativement marginal sur le coût carbone. Sur l'empreinte carbone. En fait, si on regarde ça, on a quand même beaucoup de choses qui dépendent de notre quotidien et qui sont traçables assez facilement. Enfin, l'avion, on en a discuté, mais c'est quelque chose qui est relativement faisable. Et en fait, ce qu'on est en train de discuter là, c'est plutôt de ce qui est ici. Et donc, je ne sais pas qu'il faut le prendre en compte, mais quelque part, on peut déjà couvrir quasiment 75% avant de s'attaquer à ces choses qui sont plus compliquées, qu'il faut compter, je ne dis pas le contraire. Mais voilà. Ouais. Et là, du coup, pour revenir
montant que vous proposez en début. Oui, 4 tonnes, ouais. C'est 4 tonnes de CO2, ça fait une grosse diminution déjà par rapport au. Mais ce qu'on prend pas tout en compte là. Hein. Quand on dit 4 tonnes, c'est qu'on prend ça, transport, donc voiture plus avion, on prend gaz et fuel. Ouais. Bah c'est tout, non? Mais pas l'alimentation. Bah non, c'est bon, pas l'alimentation, pas encore. Ok. Donc ça nous fait 2,7 plus 1, 3,7, donc on est quasiment à 4. Ok. Et comment on peut illustrer la vie d'une personne à 4 tonnes de CO2 par an? Oui, Ça fait, je veux dire, ça fait quoi? Est-ce que par exemple, si on vit sur le plateau, là ça va, parce qu'on prend le train pour rentrer chez nos parents, on va à la supérette, théoriquement ça devrait aller, et on va à pied à l'ENS. Genre pour nous ça peut passer, mais pour quelqu'un qui, je sais pas, qui a sa voiture à Bure ou à Gif et qui fait le trajet jusqu'à, je sais pas, la fac de Saint-Quentin, je sais pas. Justement, ça c'est une des raisons qui nous pousse aussi à aller vers le compte carbone, c'est que en fait c'est difficile de répondre à cette question, ça dépend beaucoup de notre mode de vie, etc., où sont les gens. Et donc nous ce qu'on a envie de dire c'est, bah en fait, je sais pas exactement à quoi ça ressemblera à 4 tonnes de CO2, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui, si on voulait tous être à 4 tonnes de CO2, c'est très compliqué compte tenu des infrastructures qui existent, notre façon de vivre, etc. Et en fait ce qu'on essaie de dire c'est que c'est les gens qui, via les quotas, en fait, quelque part, la transition va se faire via les entreprises et le développement des services publics, entre autres le transport en commun. Et si la diminution est suffisamment forte et qu'on arrive à avoir des alternatives suffisamment satisfaisantes pour réduire nos émissions, alors on arrivera à ces 4 tonnes-là. Et si c'est trop dur, si, je sais pas, si, voilà, comme on dit, on peut pas aller voir nos parents, ou si les gens considèrent que l'effort est trop fort par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport au fait d'augmenter le réchauffement climatique, concrètement, c'est ça que ça veut dire, bah juste on diminuera moins les quotas prévus, quoi. En fait, si les alternatives elles n'existent pas, elles n'ont pas été produites ni par le privé ni par le public, et que les contraintes sont trop fortes, les gens ils arrêteront de vouloir diminuer les quotas. Ouais. C'est comme ça qu'on voit. Ouais. Merci pour votre présentation. Est-ce qu'on peut avoir un prix négatif, un prix carbone négatif? Ouais, ça, sur l'évolution des prix, c'est une question importante. J'ai pas voulu rentrer trop dans le détail, mais et c'est pour ça qu'il nous faut plus d'études scientifiques là-dessus. Et c'est pour ça qu'on passe par une agence carbone, c'est qu'on pense qu'il faut que le quota soit monotone, ou enfin ou pas trop loin, parce que sinon on peut avoir quelques soucis. Mais en fait, de manière générale, si on émet trop de quotas, on peut avoir un prix négatif. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. J'en ai pas du tout parlé du CQE aujourd'hui. Ouais. Donc des quotas carbone sur les entreprises qui existent au niveau européen. Et un des problèmes, c'est qu'ils ont mis trop de quotas en distribution, et donc les prix sont relativement faibles. C'est pas négatif, mais ça aura pu le devenir. Ça s'est un peu rétabli ces quelques dernières années, mais il y a eu de gros problèmes par rapport à ça. Et donc, nous, on pense que pour assurer la stabilité à tout ce qu'on veut faire, il est nécessaire d'avoir une augmentation progressive du prix du quota qui soit liée à la raréfaction en fait, du quota en lui-même. Ouais, désolé, ma question n'était pas claire. En fait, c'est quand vous achetez un produit, je sais pas, par exemple, c'est une table en bois. Ouais. Bah, c'est une fois qu'il y a stocké du carbone, comment ça réduit le prix. Ouais. Donc théoriquement, l'impact, son prix carbone va être négatif. Et donc, du coup, j'achète la table avec des euros, donc je perds des euros, mais j'ai Ah ouais. Ok, j'ai compris. Alors, donc, pour les tables en bois, c'est une bonne question. On pourrait l'imaginer. En fait, de manière générale, la question se pose dès qu'on a envie de faire de la reforestation ou des trucs comme ça. Enfin, on pourrait l'imaginer. Et moi, c'est quelque chose que je l'exclus pas totalement. Aujourd'hui, il y a pas mal de greenwashing autour de ça, de la compensation carbone. Parce que souvent, il y a plein de surestimations sur ce que ça rapporterait en carbone de produire des arbres, etc. Mais en fait, on pourrait imaginer une borne sup où on dit, ok, peut-être que c'est pas 1 kg, peut-être que c'est 100 grammes, on fait x10. Et puis voilà. Donc en fait, c'est pas impossible qu'on puisse imaginer payer, avoir un quota, payer des choses, donc des arbres ou des choses comme ça, pour gagner des crédits carbone. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me semble concevable en fait. Ouais, le problème, c'est que c'est un truc qui se passe en ce moment. Genre, par exemple, quand Groupama ils veulent Il y a du greenwashing, mais en ça. fait, il y a des Ils achètent des parcelles de forêt. C'est pas complètement faux. Le problème, c'est qu'il y a plein de choses qui sont mal prises en compte. C'est le développement de l'arbre, la durée de vie de l'arbre, le fait qu'il va y avoir des incendies, etc. Mais en fait, ok, il y a des problèmes, mais si tu fais un facteur 10 par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, si au lieu de planter 100 hectares et tu en plantes 1000, peut-être que quand même, au bout d'un moment, ça marche, quoi. Et aujourd'hui, là, on parle
de remettre des arbres, mais il y a des technologies qui sont en train de se développer de capture carbone, qui sont aujourd'hui pas du tout efficaces et ça marche pas encore. Mais c'est possible qu'un jour ça marche et c'est pas. Enfin, ouais, c'est terrible. C'est peut-être lié, mais comment est-ce que vous évalueriez le montant carbone associé à un produit d'occasion ou à un produit recyclé? Ouais, c'est une bonne question. Sur ça, au départ, je disais, ça peut donner un gros avantage à la seconde main, c'est de ne pas mettre de coût carbone dessus. Et en fait, en y réfléchissant, les gens peuvent, de la même manière qu'ils mettent un coût à leur objet qu'ils revendent, ils peuvent très bien leur donner des crédits carbone à revendre. Donc en fait, on peut récupérer du carbone, voilà. Mais laisser libre en fait le marché, les gens se redistribuer, voilà. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on est endetté et qu'on a trop de crédit? Parce qu'après, c'est punitif, c'est au moment où c'est juste une taxe. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on est endetté et qu'on a trop de crédit? On galère. Non, mais j'imagine qu'on peut faire des procédures auprès de. Je sais pas, il y a la Banque de France aujourd'hui, si on est trop endetté il y a des procédures d'aménagement de réduction de dette, etc. On peut imaginer le même genre de système. Mais de manière générale, on peut aussi imaginer limiter les achats possibles en dessous d'un certain niveau de quota. On devrait faire pareil avec les montants, entre parenthèses aujourd'hui en euros. Hein. En dessous de 100 euros sur ton compte bancaire, tu peux pas t'acheter on peut très bien interdire aux gens de prendre des billets d'avion s'ils n'ont pas assez de quota carbone dessus, par exemple. Ouais. Juste une question, quand on pense à tout un chacun, on va avoir effectivement le budget de 4 tonnes qui correspond à peu près bien à ce qu'on consomme. Mais il y a différents acteurs en fait, par exemple pas des individus qui vont aussi en budget de consommation, je pense par exemple aux ONG ou les restos du corps, ce genre de choses où en fait il va y avoir justement le concept, ça va être de faire perdre d'un point de vue monétaire, mais ça c'est pas aussi parce que ça peut être des fonds personnels. Mais du coup, ou même la recherche et développement par exemple, on peut avoir sur du long terme les bénéfices sont pas là tout de suite, donc du coup il y a l'investissement personnel direct. Sur le monétaire, c'est pas un souci parce que chacun a son capital, etc. Mais d'un point de vue quota carbone, comment est-ce qu'on définit le quota carbone de ces instances-là qui ne sont pas des individus, qu'il faut avoir quand même fixé à un moment, j'imagine? Ouais. En fait, tu peux les traiter un peu comme des individus, mais juste, tu leur donnes pas de quota. En fait, c'est les individus qui doivent leur donner des quotas. Donc, par exemple, quand tu adhères à une asso, ou par exemple, on va dire une asso sportive, je sais pas, des gens qui font du karting, qui mettent plein de CO2, et les gens qui veulent faire ça, ils vont devoir payer en quota. De mettre de leur poche des quotas pour pouvoir faire rouler leur carte. Et à la fin, l'asso doit être juste positif, quoi. Enfin, elle n'a pas besoin de spécialement plus. Et tu peux faire pareil pour n'importe quel asso, n'importe quel. Ouais. Par exemple, pour la Croix-Rouge, c'est un cas particulier, mais par exemple, pour la Croix-Rouge, c'est un peu compliqué. Tu peux. Alors après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il existe des défiscalisations, un impôt, etc. Donc on pourrait aller jusque-là avec le quota carbone, mais je pense que c'est trop compliqué, ça sert à rien. On peut imaginer avoir un fonds, je suis d'accord qu'on peut imaginer avoir un fonds de, je sais pas, l'État réserve 10 milliards de tonnes, milliards de tonnes ça fait beaucoup, mais peut-être 10 millions de tonnes pour les différentes associations d'utilité publique qui répartissent selon une règle qu'on peut imaginer. Si on veut éviter de rentrer, parce que sinon en fait tout ce qui existe en euros on peut le transposer en carbone, donc en fait la réponse à chaque fois. Ouais, c'est analogue. Ouais. Mais juste, effectivement, on n'a peut-être pas envie de mettre toute la complexité qui existe aujourd'hui en termes de défiscalisation des compagnies sur le compte carbone. Faut qu'on arrête. Dernière question, ou sinon c'est bon? Ouais. En termes, pour le parti Equinox et pour cette idée de quota carbone, comment vous communiquez là-dessus puisque vous avez une portée politique, c'est pas, j'imagine que c'est plus dur. Oui, que la discussion est plus dure avec des gens. Elle est beaucoup plus dure ailleurs qu'à l'ENS, j'imagine. Oui. Donc, comment vous faites c'est une bonne question. Donc, on essaie de. Il y a une question de discours. C'est-à-dire que, je sais pas, on va pas parler de rationnement ou des choses comme ça, on va utiliser des trucs plus positifs. Et on va insister sur les côtés, par exemple, le fait que les 2 tiers des personnes qui sont sous ces quotas-là ont que des aspects positifs parce que eux ils voient pas le quota, ils reçoivent des quotas, ils peuvent les vendre, ils en émettent pas assez. Donc on essaie de jouer là-dessus. Et de manière générale, pour l'instant, nous ce qu'on essaie de faire, c'est de faire connaître juste la mesure déjà. Avant de la discuter et avant d'en débattre, de faire connaître la mesure. Donc qu'elle soit dans le débat public et que même les différents partis politiques se saisissent de la question et se disent ok, c'est une bonne ou une mauvaise idée, quoi. Parce qu'aujourd'hui en fait c'est pas quelque chose sur lequel les partis se positionnent.
ils se positionnent à peu près tous contre la taxe carbone. Et du coup, on n'a pas de mesure, enfin moi je trouve qu'on n'a pas de mesure qui aille vraiment dans la direction, à part les réglementations à droite et à gauche qui sont proposées pour limiter les différentes émissions dans certains secteurs. Même à gauche, à la France Insoumise, on a des règles un peu vagues sur on n'a pas le droit de prendre plus à la terre que ce qu'elle nous donne. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. Ça dit pas ce qu'on fait pour réduire l'empreinte carbone. Donc voilà, je trouve que pour l'instant les partis, j'ai l'impression qu'en fait vu que c'est un sujet touchy, et en fait l'avantage c'est que vu qu'on a créé un parti, en fait on se fiche de. Enfin, je veux dire, on n'est pas là en train d'essayer de sauver nos postes, etc. Et au contraire, on veut plutôt être là pour essayer de porter des idées qui nous semblent importantes à mettre dans le débat public, quitte à ce qu'elles ne soient pas populaires. Parce que il y a des choses, le réchauffement climatique c'est pas un truc cool quoi, mais on est un peu obligé de faire face au problème. Donc ça me fait rigoler. Donc merci Vincent, tu nous as finalement présenté les différents enjeux autour de la notion du compte carbone. Tu nous as montré finalement en quoi le compte carbone peut nous permettre d'atteindre progressivement les limites finalement fixées par le GIEC, tout en ayant une certaine modalité de redistribution. Tu nous as aussi montré évidemment que le compte carbone avait certaines limites et les difficultés concernant sa mise en place. Donc maintenant, si vous souhaitez revoir finalement des passages de cette conférence, eh bien celle-ci sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Ensuite, maintenant, j'aimerais quand même remercier Vincent Brémaud une nouvelle fois pour sa présence. Vous remercier vous pour votre présence aussi et votre implication. J'aimerais aussi remercier l'ENES qui nous a mis à disposition cette salle et puis tous les membres de conférence qui ont permis finalement la mise en place de cette conférence. Donc Reza, Andrea, Lubin, Kéan, Milan, Florian, Thomas et Valentine. Oui, merci. Et donc on se retrouve vite le 21 janvier pour une conférence de Hélène Touy, qui était la tête de liste du Parti animaliste aux élections européennes et qui est aussi avocate de L214. Merci. Merci.